Théo, suite à notre petit échange assez mouvementé sur des thèmes qui gênent toujours tout le monde, à savoir l'écologie, la politique, géopolitique, le pétrodollar, tous ces guerres et ces conflits, on arrive à un constat quand même qui est assez choquant, que personnalise pour moi et pour toi sûrement, c'est qu'on peut maintenir une guerre parce qu'on imprime de l'argent. Ça, c'est parce que j'ai envie de le remettre sur la table encore une fois au début de la vidéo pour bien l'impacter. Ma question elle est plus politique. Il y a eu récemment un petit débat sur Twitter. Hein. Pour info pour tout le monde, les news Bitcoin c'est sur Twitter. Hein. Si vous n'êtes pas sur Twitter, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais c'est clairement pas sur TikTok qu'il y a des infos. Ouais, sur Twitter, il y a eu un petit débat sur Bitcoin. De quel parti politique est-ce Est-ce que c'est l'extrême pour tes gauches? Est-ce que c'est droite, gauche, neutre, centre, extrême libertarien? Les cypherpunks étaient crypto-anarchistes. C'est quoi d'après toi aujourd'hui Bitcoin? Qui va gagner? Quand ce sera Bitcoin qui gagnera? Qui va se plaindre? Alors, si on regarde les bitcoiners eux-mêmes, on peut avoir l'impression que Bitcoin ne s'est pas encore prononcé. Il y a beaucoup de bitcoiners qui sont d'extrême droite au sens anarcho-capitaliste, beaucoup de bitcoiners aussi qui sont de gauche voire d'extrême gauche, et beaucoup de bitcoiners conservateurs. On n'a pas beaucoup encore de bitcoiners progressistes. C'est peut-être pour ça que c'est sympa. En revanche, si on veut poser la question, répondre à ta question un peu plus directement, la question c'est surtout comment est-ce qu'on comprend la droite et la gauche. Si je regarde le spectre politique français aujourd'hui, moi dans mes définitions qui sont toutes personnelles, hein, la droite et la gauche aujourd'hui c'est 50 nuances d'étatisme. Ces gens-là se décident uniquement de comment est-ce qu'on va imprimer plus, comment est-ce qu'on va dépenser l'argent qu'on va imprimer en plus. Donc on va dire les partis classiques qu'on dit de droite et de gauche aujourd'hui, selon l'acception d'il y a un siècle par exemple, ils seraient tous de gauche, voire d'extrême gauche même à un certain degré. C'est pas le même contexte après, bien sûr. Quand on regarde par exemple ce qu'était la gauche française à l'époque de la Révolution française, au XVIIIe siècle, début du XIXe, etc., c'était une gauche qui défendait le droit des contrats, la liberté, les libertés fondamentales, la propriété, et qui voyait comme premier obstacle à toutes ces libertés l'État. Si vous lisez par exemple le préambule de la Déclaration des droits de 1789, je paraphrase un peu parce que je me rappelle pas par cœur de ce qu'il stipule, mais c'est en gros le peuple français s'est réuni pour coucher sur le papier les droits inaliénables qui sont dus à chaque Français et écrit ce texte pour qu'il en ait toujours la trace, la mémoire, que le législateur se rappelle à sa mission, le gouvernant à ses devoirs, etc. etc. Donc cette idéologie politique aujourd'hui serait considérée de droite, voire même peut-être d'extrême droite. À l'époque elle était de gauche, etc. Donc moi je pense que c'est des catégories qui sont un peu équivoques et qui sont difficiles à manipuler aujourd'hui. Je pense qu'en revanche c'est pas mal de le regarder comme ça. Bitcoin, ça désigne trois choses en général quand on en parle. Il y a Bitcoin le protocole, Bitcoin le réseau et Bitcoin l'actif, ou le droit de propriété. Le titre de propriété, c'est-à-dire ce que vous arrivez à transférer en connaissant la clé privée associée à une UTXO. Bitcoin le protocole, c'est un bien public. Donc c'est un truc, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez copier du code, le réutiliser. Il n'y a pas de baisse de valeur d'usage lorsque vous l'utilisez et personne ne peut vous empêcher d'y accéder. C'est ça la définition en économie d'un bien public. Bitcoin, le réseau, à mon sens, c'est un bien commun, dans le sens où lorsqu'on en abuse, sa valeur d'usage diminue, comme un lac ou une forêt par exemple, et donc il faut des règles de gouvernance pour en rationaliser l'utilisation et la ressource. C'est les règles fondamentales du protocole qui définissent une taille limite au bloc, tout ce qui va avec le mining, ce qui définit les conditions de transaction valide, etc. etc. Et enfin, vous avez vos UTXO qui sont un bien privé, même le bien privé le plus parfait du monde, parce que sans intermédiaire, on arrive à faire en sorte que vous ayez la jouissance absolue de quelque chose qui effectivement a une baisse de valeur d'usage lorsque on en ouvre l'usage à de plus en plus de personnes, ce qui consiste dans le cas de la monnaie à faire de l'inflation, hein, dire ton argent c'est aussi mon argent, et vous en avez la jouissance exclusive garantie par les lois de la cryptographie, donc fondamentalement des mathématiques. Donc
En cela, Bitcoin, je pense, c'est pas vraiment d'un parti ou d'un autre, c'est juste un alignement entre la réalité juridique d'un bien et la structure d'incentive sous-jacente, voire sa réalité technique. Et qu'on soit de droite ou de gauche, finalement, si on veut des biens publics bien gérés, des biens communs bien gérés, des biens privés bien gérés, Bitcoin réalise ça parfaitement. Si après, effectivement, on est de gauche au sens où on considère que la propriété privée est illégitime, alors effectivement, Bitcoin ne peut pas être considéré de gauche parce qu'il permet justement de garantir le socle fondamental de toute la propriété privée, qui est la propriété privée sur la monnaie elle-même. Et pourtant, Bitcoin a pour promesse de détruire le cartel bancaire et d'arrêter de faire que potentiellement les riches s'enrichissent grâce au cantillon effect et l'impression monétaire de notre système qui contribue à cet écart de société. Donc, paradoxalement, la gauche a tout intérêt à l'adopter pour remettre un équilibre et arrêter le privilège, de l'impression exorbitante, enfin, du grand privilège exorbitant de l'impression monétaire, et surtout de dire que les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. Ça peut s'arrêter grâce à Bitcoin, donc c'est également extrêmement social. Ça peut s'arrêter, je sais pas, je pense qu'il y aura toujours des périodes de concentration de richesse et des périodes de distribution de richesse. Je pense qu'en revanche, il y aura plus de prospérité collective et une redistribution qui sera plus juste. Je pense que l'égalité pour l'égalité est un non-sens en politique et en pensée philosophique de manière générale. On ne devrait pas vouloir l'égalité pour l'égalité. Ce qui est plus important, c'est que finalement la richesse aille à ceux qui la créent, parce que c'est comme ça qu'on s'assure que collectivement on en créera le plus et donc que nos standards de vie augmenteront. Toute l'histoire économique du 19 et du 20e siècle, enfin du début du 20e siècle en tout cas, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est juste exactement ça. Et c'était par exemple aussi un monde où la gauche avait des idées un peu moins totalitaires et un peu moins destructrices. C'est ce qu'on disait avant, ça dépend de quelle gauche, à quelle temporalité, enfin à quelle période historique on parle. Et je pense que effectivement, ça rétablirait même une gauche qui serait plus intelligente, entre guillemets. Une gauche qui serait en équilibre vis-à-vis des idées de droite classiques, qu'elles soient conservatrices ou anarcho-capitalistes, qui serait bienvenue d'une certaine manière, qui nous permettrait de mettre un peu d'eau dans notre vin. Alors que là, franchement, quand je vois les idées de gauche moderne, les partis de gauche moderne et tout ce qui s'ensuit, je ne suis pas sûr que ça fasse progresser le débat beaucoup, notamment parce que, encore une fois, on en revient toujours à l'économie autrichienne et j'en reviens toujours à mon dada, mais sans droit de propriété, c'est pas la peine de discuter. Enfin, faut bien considérer que vous n'avez pas le choix. C'est soit vous avez des droits de propriété, des relations de marché, soit vous avez, comme disait je ne sais plus qui, le copier de Staline dans le derrière. Si vous avez quelqu'un qui alloue la propriété, qui définit ce qui est à vous, ce que vous pouvez faire de votre temps, de votre travail, quelle occupation économique vous allez occuper, logiquement, il va aussi déterminer ce que vous pouvez dire, pas dire, où vous pouvez aller, ce que vous pouvez faire, comment vous disposez de votre corps, comment vous éduquez vos enfants, ce que vous avez le droit de lire, qu'est-ce qui est la vérité. Et donc on arrive toujours, ça peut prendre du temps, mais sur cette pente glissante qui nous mène gentiment au goulag. Donc à un moment donné, je pense que Bitcoin ne peut pas être une idée de gauche dans cette acception de ce qu'est la gauche. Je pense que Bitcoin est une idée, j'avais écrit un article là-dessus d'ailleurs, qui s'est intitulé « Bitcoin est un humanisme ». Je pense que Bitcoin est l'incarnation technologique parfaite de ce qui avait essayé d'être défendu par les pères fondateurs américains, les gens qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, par les libéraux et les conservateurs anglais du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, bref, par tous les défenseurs de la liberté, tous les philosophes de la liberté moderne. Et donc, je pense qu'effectivement, à cet égard-là, c'est pas une idée, cette idée-là n'est ni une idée de droite ni de gauche, et d'ailleurs c'est même plutôt une idée de gauche d'un point de vue historique. Donc c'est un débat sans fin, encore une fois, parce que ça dépend comment on définit gauche et droite. Merci pour ta réponse, très intéressant. Et chose rigolote, toutes les personnes de gauche considèrent Bitcoin comme un actif spéculatif, polluant, et ne passent jamais, je fais un stéréotype, je mets des guillemets du coup, ne passent jamais le cap de ces deux grosses choses spéculatives, assets virtuels, non détenus par l'État, et donc ils vont pas sur ces aspects vraiment de liberté, pur et dur que tu as dit, qui sont peut-être pas assez marquantes aujourd'hui dans l'esprit politique
de mon point de vue. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais, pour tous mes amis, expliquer la différence fondamentale entre le libéralisme américain et français et cette définition qu'on a? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas la même définition que les gens français quand je parle de libéralisme. Alors, c'est peut-être moi qui me suis trompé toute ma vie. Non, il y a plusieurs choses. Alors en France, on dit souvent le libéralisme classique. Justement, c'est devenu un peu plus courant dans le langage aujourd'hui, notamment parce qu'il y a pas mal de confusion à cause du mot anglo-saxon. Effectivement, aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon de manière générale, quand vous parlez de liberals, en fait, c'est l'équivalent chez nous, c'est le centre-gauche. C'est en gros quelque part entre François Hollande et Emmanuel Macron. D'une certaine manière, c'est parce que la droite américaine est une droite essentiellement conservatrice, qui n'a pas la même histoire que la droite continentale européenne et donc la droite française. Et du fait notamment de la guerre froide, etc., le socialisme et le communisme, au moins dans les termes, même si dans le contenu des propositions politiques ça peut exister aux États-Unis, ça n'a jamais vraiment existé aux États-Unis. Parti socialiste, les Américains, c'est un truc qu'ils ne mangeraient pas, parce qu'ils ont passé 50 ans de leur histoire à faire la chasse aux socialistes et aux communistes, et à voir tout le malheur que ça faisait là où c'était implémenté. Je vous invite à googler ou utiliser votre moteur de recherche préféré, Staline, Pol Pot, tout ça. Et du coup, en France, le terme libéralisme, normalement, désigne plutôt la doctrine juridique, qui n'était pas une doctrine économique, justement, qui émane justement des idées de la Révolution française et préalable. Alors quand je dis Révolution française, je parle vraiment de la période 1789 et pas forcément de la terreur et du robespierrisme et ce qui suit après. Et du coup, c'est des idées qui sont centrées autour des droits fondamentaux, des droits naturels de l'individu, essentiellement garantis par la liberté d'expression et le droit de propriété. Et donc, quand on parle de libéralisme en France, maintenant on dit souvent libéralisme classique, c'est plutôt à ce genre d'idée-là qu'on fait référence, c'est-à-dire la primauté du droit sur l'État, l'état de droit même, c'est-à-dire le fait que l'État et ses agents soient soumis aux mêmes règles que nous, ou tout du moins à un certain ensemble de règles, et que ce soit la loi qui serve de principe d'archet à toute notre relation, et qu'on soit encadré de manière civilisée par des lois claires que tout le monde est tenu de connaître et de respecter. Et il en découle des principes économiques, parce que si on garantit le droit de propriété, et bien effectivement, on garantit la liberté également des contrats, par suite logique, donc on garantit des relations de marché, on garantit une monnaie non dilutive, on garantit pas mal de choses qui aujourd'hui en général sont associées à ce qu'on appelle le libéralisme au sens courant du terme, qui est plutôt désigné comme une doctrine économique, et qu'on associe au régime d'économie politique qui existe depuis 1971. C'est-à-dire un régime qui, dans le principe même d'activation, nie toute relation de droit de propriété fondamentale et inaliénable, parce qu'il est basé sur l'idée même qu'on peut créer de la monnaie à l'envie, et donc déstructurer les relations de propriété existantes dans la société. Donc voilà, encore une fois, c'est une confusion du langage parfaite, mais voilà, tout ça pour dire que les liberals aux États-Unis, c'est plutôt ce qu'on associe chez nous au socialisme, et le libéralisme en France, en gros, dans la bouche d'un universitaire, ça veut dire en gros le régime d'économie politique prévalant depuis 50 ans. Donc en gros, l'ordre mondial, souvent ce qu'on appelle le consensus de Washington. Et de manière un peu plus intelligente, c'est l'héritage philosophique, idéologique et juridique de l'état de droit. Super, ça m'aide. Et est-ce que Bitcoin est anarchiste, comme les premières personnes à la télé vont le dire, avant ça niveau 0? Tant qu'on a fait, alors pourquoi je pose ces questions, pourquoi cette vidéo est très politique, simplement comme tu as dit, Bitcoin c'est de la propriété, enfin, c'est une façon très simple de la rectifier, mais le plus court pour faire Bitcoin c'est Bitcoin is freedom. Je pense que c'est à peu près le plus court où tu peux expliquer Bitcoin en 3 mots, mais Bitcoin est de la propriété pure. C'est vachement, enfin c'est important qu'on discute un moment quand même de géopolitique dans cette chaîne. Comme vous savez, Bitcoin c'est multidisciplinaire. Donc on attaque un angle toujours avec Théo et vous le savez. Anarchiste du coup, Bitcoin finalement c'est le rêve d'un anarchiste. C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui est toujours difficile avec les anarchistes, c'est tout se tient, tout est très séduisant, tout se tient vachement bien, mais comment on fait appliquer le droit? Parce qu'en général, on utilise pour ça ce que Max Weber appelait le monopole de la violence légitime, en parlant de l'État, pour garantir qu'on respecte les contrats, le droit, etc. Et effectivement,
Bitcoin, c'est ça, c'est le meilleur des deux mondes. C'est comment on applique des droits de propriété sans monopole de la violence légitime. Il n'y a absolument aucune violence dans la recherche d'un hash qui satisfait aux conditions de difficulté. Et pourtant, c'est ce qui, ou dans le problème du logarithme discret qui garantit l'inviolabilité de... le fait qu'on ne peut pas recouvrer votre clé publique votre clé privée à partir d'une adresse publique ou d'une clé publique. Et donc, il n'y a aucune violence là-dedans, et pourtant, ça garantit des droits de propriété. Donc, à cet égard-là, peut-être qu'effectivement, ouais, Bitcoin, c'est anarchiste, mais je pense encore une fois que tous les gens un peu sensibles et sensés veulent garantir le droit de propriété, donc moi, je ne le mettrais pas dans une catégorie politique particulière. Ouais. Donc, Bitcoin est apolitique comme son protocole. Je pense, oui. Ce qui est drôle, c'est que c'est littéralement dans la première vidéo de la formation 1 pour débutants. Je dis Bitcoin est apolitique dans genre la quatrième phrase. Tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas réussi à répondre en 4 secondes. J'ai pas regardé la vidéo. J'ai été un mauvais élève. Mais non, mais tu vois, tu le dis facilement au début. La première personne ne comprend pas. Tu dis Bitcoin, c'est une révolution apolitique pour la liberté humaine. Mais derrière, il faut 3000 heures d'études. Tu n'as toujours pas réussi à trouver exactement ce que c'était. Et c'est bien ça, Bitcoin. Théo, merci d'être venu. Je t'en prie, c'est un plaisir. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.